Les Jeux Olympiques, d'abord, c'est une épreuve sportive majeure. Tous les territoires rêvent d'avoir les Jeux Olympiques. L'annonce des Jeux Olympiques sur le plateau du Vercors, ça a été un tonnerre. Je pense que c'était pour notre région, ça a été, enfin surtout pour l'Isère et Grenoble en particulier, ça a été formidable. Je proclame l'ouverture des 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Cette exposition, Grenoble 1968, 13 jours qui ont changé l'Isère, répond à la volonté du département de marquer les 50 ans d'une manifestation qui a provoqué une mutation très importante pour le territoire, de pouvoir évidemment rappeler la dimension sportive. C'est une exposition qui a été préparée sur 4 années, finalement le temps de préparation d'une Olympiade, pour fédérer autant que possible un maximum d'acteurs. Le Coljok qui a accompagné le musée dauphinois, qui était cette association investie dans la mémoire des Jeux de Grenoble, le CIO bien sûr, la ville de Grenoble, les stations olympiques, au nombre de 5 en Isère qui ont accueilli les épreuves, autant d'acteurs qui ont participé à ce projet, des institutions muséales, de façon à réunir des collections importantes, plusieurs centaines, qui sont montrées ici, pour la plupart des pièces originales, qui sans doute n'ont jamais été montrées au public, pour la plupart. Nous démarrons cette exposition avec les images d'un film documentaire réalisé par un jeune réalisateur, Claude Lelouch, tout juste 30 ans à l'époque, qui vient de se voir auréolé de la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1966 pour Un homme et une femme. Il est désigné avec François Reichenbach pour réaliser ce film, 13 jours en France, qui témoigne sans doute moins de la dimension sportive que de l'ambiance du moment, notamment lors de la cérémonie d'ouverture, où l'on voit le champion de patinage Alain Calmat gravir les marches qui le conduisent jusqu'à la vasque olympique que nous avons encore aujourd'hui à l'entrée du parc Paul Mistral à Grenoble. Il prend son temps avant d'allumer cette vasque, quelques secondes, dans un stade éphémère, bâti pour l'occasion, 60 000 places, 60 000 personnes qui sont là à observer cette scène. La vasque est allumée, il redescend progressivement avant que ne démarre véritablement cet événement majeur qu'ont été les 10e Jeux Olympiques de Grenoble. Nous franchissons un bond dans le temps avant d'évoquer l'histoire des Jeux Olympiques de Grenoble pour nous retrouver à l'époque de l'Antiquité et rappeler l'origine de ces Jeux qui est une origine très ancienne, le 8e siècle avant l'ère chrétienne, des Jeux qui, à l'origine, étaient prévus pour établir un temps de paix entre les cités grecques qui se faisaient des guerres incessantes. Donc au départ, il y a un idéal de paix. Cet idéal olympique correspond à la trêve olympique dont on parlait déjà à cette époque et qui avait déjà pour cadre à l'origine Olympique, qui est le sanctuaire consacré de ces Jeux, et qui l'est encore aujourd'hui, puisque chaque Olympiade démarre dans son histoire à Olympie, avec le démarrage du portage de la flamme jusqu'à la ville haute. Des éléments ici qui permettent de rappeler l'histoire de ces Jeux antiques, qui ont été supprimés à l'époque où l'Empire romain considère ces Jeux comme païens, dans un empire romain qui est gagné par la chrétienté, et donc ces Jeux antiques ont été supprimés pendant un temps avant qu'ils ne soient rétablis bien plus tard par un certain Pierre de Coubertin et quelques-uns de ceux qui l'ont accompagné dans ce projet. À nos côtés se trouve le buste d'Henri Didon, qui est l'un des proches de Pierre de Coubertin, à qui l'on doit le rétablissement des Jeux Olympiques à l'ère moderne, à la toute fin du XIXe siècle. Pour en revenir à Henri Didon, il est également ici parce qu'il est isérois de naissance, natif du Touvet, et qu'il a, dans sa jeunesse, participé aux Jeux Olympiques du Rondeau. C'est-à-dire bien avant le rétablissement des Jeux Olympiques à l'ère moderne, il y a au sein de ce séminaire de l'Église catholique, situé dans le quartier du Rondeau à Grenoble, des Jeux Olympiques organisés avant l'heure, dès les années 1830,
avec des disciplines sportives et au bout, pour les élèves les plus méritants, tout simplement des médailles, comme on le connaît aujourd'hui bien sûr, pour les disciplines des Jeux modernes. Pierre de Coubertin, qu'on ne présente plus, ou faut-il encore le présenter, qui est vraiment le père fondateur des Jeux olympiques modernes et qui va fonder le Comité international olympique, dont il sera le président. 2 ans plus tard, en 1896, il organise les Jeux olympiques d'été à Athènes, dans le pays d'origine de ces Jeux olympiques qui, nous l'avons vu, sont nés durant l'Antiquité à Olympie. Se trouvent face à nous des documents historiques exceptionnels, l'affiche des Jeux d'Athènes de 1896, des Jeux d'été, des premiers Jeux d'été, donc dans ce berceau de l'olympisme, qui est la Grèce. Et à ses côtés, cette affiche des Jeux olympiques de Chamonix, premiers Jeux olympiques d'hiver qui étaient organisés dans le monde, en France, dans les Alpes françaises déjà, pas très loin de notre ville de Grenoble. C'était en 1924, qui ont été reconnus a posteriori comme les premiers Jeux olympiques d'hiver, mais qui le sont restés dans l'histoire comme étant ces premiers Jeux olympiques des sports d'hiver. Nous nous trouvons dans un espace consacré au symbole de l'olympisme, qui pour la plupart de ces pièces font référence explicitement aux Jeux olympiques de Grenoble. Il y a en particulier la torche olympique, qui elle-même est héritée de l'Antiquité, puisque cette torche déjà était symbolisée à l'époque des Jeux antiques. On la retrouve à l'époque contemporaine. Elle a servi, bien sûr, lors des Jeux de Grenoble. Il y a à ses côtés une lampe de mineur, tout simplement pour le transport par voie aérienne. Cette lampe de mineur, qui n'est pas anodine, évidemment, par sa forme, rappelle la tradition minière du Sud-Isère de notre département. À ses côtés, des pièces historiques. Ce sont des pièces exceptionnelles, puisque vous avez là des prototypes des premières mascottes des Jeux olympiques confondus. Jeux olympiques d'hiver et d'été, Grenoble a apporté la première mascotte des Jeux olympiques, à savoir la mascotte, la première, qui était réalisée, qui s'appelait Doff, le dauphin. Cette mascotte était censée symboliser les Jeux olympiques de Grenoble. Elle n'a pas tellement retenu l'intérêt de la population, a été remplacée par Schuss, qui lui est resté dans l'histoire comme la mascotte des Jeux olympiques de Grenoble. Nous avons là le symbole le plus célèbre des Jeux olympiques, à savoir les anneaux olympiques représentant les 5 continents. 5 anneaux entrelacés qui représentent aussi l'union entre les peuples et l'union entre les continents, pour revenir à cet idéal de paix qui a prévalu déjà à l'origine de ces Jeux dans la Grèce antique. Il y a d'autres éléments qui, eux, sont plus contemporains, qui symbolisent les Jeux. L'hymne officiel des Jeux olympiques, qui retentit à l'occasion de chaque cérémonie d'ouverture, mais aussi des hymnes plus spécifiques pour chacun de ces Jeux, en particulier un hymne que l'on doit à un chanteur bien connu, Michel Fugain, né à Grenoble, qui a composé à l'époque l'hymne des Jeux olympiques de Grenoble. L'idée, finalement, plus rationnelle peut-être à l'époque, est d'organiser les Jeux dans le chef-lieu du département, à savoir Grenoble, qui déjà se présente comme la capitale des Alpes françaises, avec un certain nombre de personnalités qui vont jouer un rôle de premier plan. Le préfet de l'époque, Francis Raoul, qui sera ensuite relayé très efficacement par Maurice Doublet. Nous sommes avant l'ère de la décentralisation, donc il faut imaginer évidemment qu'à l'époque, l'État joue un rôle essentiel dans l'organisation de ce type d'événement, avec au sommet de l'État le général de Gaulle, en relation avec Albert Michalon, qui est le maire de Grenoble à cette époque, qui décide de faire acte de candidature avec à ses côtés Raoul Arduin, qui est lui-même président du comité des neiges du Dauphiné, à savoir l'antenne dans notre région de la Fédération française de ski. Dépôt de la candidature à la fin de l'année 1960 par le maire de Grenoble, Albert Michalon, auprès du CIO. C'est la procédure à suivre. Albert Michalon y voit une vraie opportunité, avec son équipe municipale, de transformer une ville qui est en plein boom sur le plan démographique. C'est la ville qui, en France, dans les années 50-60, connaît le plus grand accroissement démographique par rapport à sa taille. Une ville qui reste néanmoins une petite ville de province, enserrée encore dans ses fortifications militaires, avec, au-delà des grands boulevards, une banlieue pavillonnaire,
peu de construction, quasiment la campagne dans certains coins de Grenoble. Le sud grenoblois, ce sont des champs à perte de vue. C'est comme ça qu'est la ville à cette époque. Donc il y voit une vraie opportunité pour le développement de la ville et il n'a pas eu tort, effectivement, puisque cet événement, les Jeux Olympiques de Grenoble, nous allons y revenir, a été la plus grande transformation en termes d'aménagement du territoire pour le département de l'Isère au cours du XXe siècle. À partir de la fin 1960 et du dépôt de la candidature par la ville de Grenoble, s'engage une bataille tout à fait pacifique, celle-ci, face à d'autres villes qui ont déposé aussi leur candidature. Elles sont au nombre de 6 et figurent sur cette carte. Grenoble, finalement, l'emportera au 3e tour des suffrages exprimés au mois de janvier 1964 à Innsbruck. L'on dit beaucoup aussi grâce à un film de promotion, ce qui est tout à fait exceptionnel à l'époque, à l'ère des diapositives. Un film de promotion en couleur, s'il vous plaît, réalisé par un certain Jacques Lesage, qui est l'un des derniers témoins de ces Jeux, de la première équipe qui a porté cette candidature des Jeux de Grenoble. Film que l'on voit ici dans sa version titrée, avec du son, puisque la première, elle, était muette, tout simplement parce que Jacques Lesage et l'équipe municipale considéraient que la plupart des membres qui allaient se prononcer sur le choix de la ville qui allait accueillir les Jeux étaient anglophones, et l'équipe municipale n'était sans doute pas très à l'aise avec la langue de Shakespeare, a préféré un film muet qui leur a bien servi, puisque finalement Grenoble a obtenu ces Jeux donc en janvier 1964. Tard dans la saison, ces œufs de Pâques vous conduiront au pays des neiges éternelles. Photo qui symbolise ici cette victoire de l'équipe municipale avec le maire Albert Michelon qui lève la main avec à ses côtés un certain nombre d'élus de la ville, Raoul Arduin dont on a parlé tout à l'heure, qui était donc président au niveau de la région de la Fédération française de ski. Le Monde fait son titre sur cet événement, tout au moins une petite colonne à la une du journal qui témoigne aussi de l'importance que pouvaient représenter à l'époque les Jeux Olympiques, l'attribution des Jeux Olympiques, ce qui nous paraît évidemment très important aujourd'hui au regard de ce qui s'est passé par exemple pour les Jeux de Paris en 2024 et comment le Dauphiné Libéré, le quotidien régional, lui, en fait toute sa une à l'époque de cette victoire de Grenoble dont on a dit alors que peu de personnes étaient en gare de Grenoble pour accueillir l'équipe victorieuse. Ce que n'avait pas prévu l'équipe municipale d'Albert Michelon, c'est de perdre les élections en 1965 face à un nouveau venu sur la scène politique locale, à savoir Hubert Dumedou, qui va remporter les élections de mars 1965 autour de l'eau, c'est-à-dire qu'il défend une candidature basée sur l'accessibilité en eau aux étages les plus élevés pour les habitants de la ville de Grenoble, parce que ce n'est pas le cas à l'époque. Autant vous dire que les Jeux Olympiques ne sont pas le centre d'intérêt principal des habitants de la ville. L'équipe Michelon est battue. Hubert Dumedou hérite du dossier olympique, se l'approprie avec son équipe et lui donne une coloration culturelle qui, sans doute, n'avait pas au départ. Mais tout reste à faire. Aucun équipement n'a encore été sorti de terre à cette époque. Nous sommes en 1965, à 2 ans et demi de l'échéance. Les Jeux Olympiques sur le plateau de Vercors, ça a été un tonnerre, car on s'attendait à un avenir lointain de développement du tourisme, du ski, mais d'avoir d'un seul coup en face de soi l'organisation de la seule épreuve mondiale de dimension internationale et d'avoir 4 ans pour s'y mettre, c'était tellement inespéré que c'est une explosion de joie. Après, bien sûr, il y a la réalité. Et la réalité, c'est la majorité des gens sont des agriculteurs, 90% des emplois sont des emplois agricoles, et d'un seul coup, on va passer à une dimension internationale où c'est le sport, le ski, et bien entendu le tourisme. Les Jeux Olympiques, d'abord, c'est une épreuve sportive majeure. Tous les territoires rêvent d'avoir les Jeux Olympiques. Grenoble les a eus en 68 et ça mérite d'être célébré. Mais pas que pour un président de département.
on a conscience et on sait pertinemment que les Jeux Olympiques de Grenoble ont été pour Grenoble, bien sûr, mais aussi pour toute l'Isère, un formidable coup d'envoi de modernisation. En fait, Grenoble est réellement rentré dans le XXe siècle grâce aux Jeux Olympiques de 68. La réalisation d'une gare, d'un hôtel de ville, de la patinoire, enfin bref, toutes ces constructions qui ont eu lieu eh bien, ont marqué un changement d'air sur Grenoble. La dimension culturelle du projet olympique grenoblois est significative. Avec l'équipe du Bedou, c'est l'installation du musée dauphinois sur son site actuel de Sainte-Marie-d'en-Haut, où il se trouve depuis 50 ans maintenant, un musée dauphinois qui est un musée d'histoire et de société, dédié à la fois aux habitants de notre région, originaires du Dauphiné, mais aussi ceux venus d'ailleurs. C'est bien dans cette optique où nous sommes toujours aujourd'hui. La réalisation d'une maison de la culture, un équipement qui sort de terre à cette époque, qui sera inauguré le même jour que le musée dauphinois, à savoir le 3 février 1968, par le ministre de la Culture de l'époque, André Malraux. Bernard Gillemont joue un rôle de premier plan dans cette organisation. Il est l'adjoint aux affaires culturelles, un ancien permanent du mouvement Peuple et Culture, qui est l'un des plus grands mouvements d'éducation populaire de l'après-guerre et qui est né à Grenoble dans le contexte de la Libération. D'autres éléments qui participent de cette politique culturelle forte, à savoir un symposium de sculpture organisé en 1967, à savoir l'art dans la ville, qui est exceptionnel à l'époque. Peu de manifestations de ce type ont été réalisées, et ce, à quelques mois de l'ouverture des Jeux Olympiques de Grenoble. Donc tout ça est imbriqué. L'on passe commande à des grands artistes à l'époque, le 1% culturel, avec les œuvres de Calder, notamment pour le lycée Jean Bart, devenu le lycée André Arbouge, mais aussi cette fresque réalisée par Victor Vasarely, qui est le père de l'optique art, et qui, à l'époque, ornait les tribunes de l'anneau de vitesse qui sera réalisée au moment des Jeux Olympiques de Grenoble, fresque qui, malheureusement, a disparu aujourd'hui. Beaucoup d'éléments qui, néanmoins, demeurent dans la ville, notamment dans le village olympique, qui a été construit à cette époque dans le sud grenoblois. Le film que l'on voit ici est un petit bijou documentaire. Il a été réalisé à la veille de l'ouverture des Jeux de Grenoble. Quand Grenoble se prépare, il donne à voir caméra embarquée dans un taxi, ce qui à l'époque était assez original, l'est un peu moins aujourd'hui puisqu'on a vu ce type de réalisation, mais donne à voir dans les rues de la ville comment Grenoble est en train de muter à la faveur de cet événement. Une ville qui va voir sortir de terre des quartiers entiers, le quartier Malherbe, qui à l'époque accueille la presse de tous les pays, le village olympique qui lui a été bâti pour accueillir des athlètes, finalement tout le sud grenoblois qui a été petit à petit construit à l'occasion de cet événement. Une gare, un nouvel hôtel de police, une nouvelle caserne des pompiers, ce sont quelques-uns des exemples des réalisations qui ont été conçues dans le contexte des Jeux de Grenoble. À savoir que 10% du budget consacré à ces Jeux a effectivement servi au sport. Le reste, c'est de l'aménagement du territoire qui a profité à la population de Grenoble et du département jusqu'aux stations. Là, c'est la maison de la culture. Ah oui. C'est un bâtiment formidable, surtout vu son prix. Ça a coûté cher? Je crois que c'est dans les 3 milliards et quelques. Ce budget, parlons-en, 1,5 milliard d'euros, pris en charge 80% par l'État, dans un contexte où l'État est extrêmement fort au niveau des territoires. Finalement, des Jeux qui n'ont pas coûté si cher que ça pour la population de l'Isère et qui lui ont grandement profité, puisque ça a été vraiment une véritable mutation qui s'est opérée à l'époque en termes d'équipement public, pas seulement sportif, en termes de route. Le premier autoroute entre Grenoble et Lyon jusqu'à Vorep, c'est à cette époque, du côté de Chambéry également, la fameuse rocade sud que l'on connaît à Grenoble encore aujourd'hui, autant de réalisations que l'on doit aux Jeux de Grenoble. Je me trouve au centre de deux maquettes, l'une représentant le village olympique qui a été construit à cette époque à Grenoble pour accueillir les athlètes. L'autre est une maquette réalisée par l'Avipar, une association d'insertion à Grenoble,
qui a réalisé la piste de bobsleigh de l'Alpe d'Huez. Piste de bobsleigh qu'il ne faut plus chercher aujourd'hui à l'Alpe d'Huez parce qu'elle n'existe plus, fait partie de ces équipements qui ont disparu. Je vais y revenir. Plus précisément, il s'agit de la maquette du village olympique qui témoigne de l'évolution de la ville à cette époque, avec derrière moi des photos qui représentent quelques-uns des équipements réalisés à ce moment-là, équipements routiers, bâtiments publics, sportifs ou culturels. On voit également la Maison de la Culture ici, réalisée par l'architecte André Woginski. Le village olympique que l'on doit à l'architecte, ils étaient plusieurs, mais c'est en particulier lui qui a piloté le projet, Maurice Novarina. Des grands noms de l'architecture à l'époque auxquels on fait appel pour réaliser l'ensemble de ces équipements, notamment la gare de Grenoble que l'on voit ici, qui est toujours située au même endroit 50 ans après. Autant d'équipements qui témoignent de l'évolution de la ville, qui ne sont pas toujours liés à la dimension sportive, on l'a bien vu. Nous nous dirigeons ensuite vers la maquette de la piste de bobsleigh de l'Alpe d'Huez qui effectivement a disparu pour la bonne et simple raison qu'elle ne pouvait pas véritablement servir aux compétitions internationales, très exposée dans une station qui est réputée pour son ensoleillement. Le maintien de la glace y était très compliqué et au moment des épreuves de bobsleigh en février 1968, ça a été une vraie gageure pour pouvoir maintenir les épreuves qui finalement se sont déroulées de nuit pour un meilleur maintien de la glace, grâce notamment à l'engagement des chasseurs alpins qui ont joué un rôle essentiel à cette époque. Les troupes de montagne ont été largement mobilisées pour entretenir la glace de cette piste ou encore pour damer les pistes au pied de Champs-Rousse, où ont eu lieu les épreuves de ski alpin. Vous avez ici, dans les stations, au nombre de 5, à savoir dans le Vercors, Autran, Villard-de-Lans, Saint-Nizier-du-Moucherotte, mais également en Oisans l'Alpe d'Huez, et pour finir Champs-Rousse dans Beldonne, qui ont accueilli les épreuves à cette époque. Champs-Rousse pour le ski alpin, le ski nordique Autran, Saint-Nizier-du-Moucherotte, le saut à ski avec le grand tremplin, dont il existe encore des traces aujourd'hui. Villard-de-Lans a eu la luge. Quant à l'Alpe d'Huez, nous venons d'en parler, c'était le bobsleigh. Nous sommes dans un contexte où l'arrivée entre Grenoble et les stations n'a rien à voir avec aujourd'hui. Donc c'est l'occasion de ces Jeux Olympiques de Grenoble d'élargir aussi les routes qui vont permettre d'accéder à ces stations, dont certaines vont devenir des stations extrêmement importantes dans les Alpes françaises. Cette partie de l'exposition nous permet de rappeler le rôle essentiel aussi des entreprises liées à la montagne et au sport d'hiver, qui étaient iséroises et qui ont indéniablement participé à la réussite de ces Jeux Olympiques de Grenoble. Ce sont des noms qui résonnent encore aujourd'hui, au-delà de notre région. Je pense notamment à la confection des vêtements de sport d'hiver, à l'entreprise Moncler, qui est née au sud de Grenoble. Moncler, c'est la contraction du nom de cette commune où est née l'entreprise, Monestier de Clermont, Moncler. Il y a également d'autres entreprises qui aujourd'hui sont connues internationalement, notamment les skis dynamiques, qui à l'époque étaient fabriqués à Silan, à côté de la côte Saint-André, qui aujourd'hui ne sont plus fabriqués dans l'Isère. L'entreprise Rossignol, qui est symbolisée ici par cette affiche des années 60 avec les deux champions du ski, Émile Allais et Adrien Duvillard, mais ce sont aussi les entreprises de remontée mécanique, avec notamment l'un des leaders mondiaux aujourd'hui, l'entreprise Poma, fondée par Jean Pomingalski, qui est né notamment du côté de l'Alpe d'Huez, ou encore l'entreprise GMM Montaz Motino à l'origine, qui a été extrêmement impliquée dans l'organisation des Jeux Olympiques de Grenoble. Nous sommes là à l'entrée du stade symbolisé par Schuss, qui nous attend d'une part, qui accueille chacun de nos visiteurs, la mascotte officielle des Jeux de Grenoble, et puis cette signalétique routière que l'on doit à Roger Excoffon, à ce graphiste de talent qui a été très sollicité dans les années 60 par de nombreuses entreprises, avec cette signalétique qui, elle aussi, nous le trouvons, n'a rien perdu de son intérêt artistique. Avec toutes les stations qui sont représentées ici, de l'Alpe d'Huez en passant par Villard-de-Lans, Saint-Nizier, Champs-Rousse, Autran, et l'indication donc du stade de glace
Donc cet équipement majeur des Jeux de Grenoble qui sera réalisé Parc Paul Mistral, où il se trouve encore aujourd'hui. Avec les Jeux de Grenoble, on rentre dans l'ère moderne de la communication. Ce sont des jeux importants de ce point de vue, avec une campagne d'affichage comme sans doute aucun jeu ne l'a réalisé avant les Jeux de Grenoble. Des affiches qui, pour certaines, sont réalisées par de grands créateurs. Jean Briand, à qui on faisait également beaucoup appel à cette époque, affiche officielle de ces jeux. Et nous avons aussi à cette époque beaucoup de produits dérivés qui sont réalisés de toutes sortes, une infinité dont vous n'avez ici qu'un petit panel, qu'un petit échantillonnage issu à la fois des collections du musée dauphinois, qui a été largement sollicité évidemment en termes de collection pour cette exposition, mais aussi par un collectionneur privé à qui l'on doit beaucoup de ces pièces. Il est étonnant aujourd'hui de voir que parmi les produits réalisés à l'époque des Jeux de Grenoble, il y a notamment des marques de cigarettes produites par la CEITA, la Société d'exploitation des tabacs, au nom de Grenoble et au nom de l'Isère, avec en toile de fond la montagne et l'air pur, ce qui évidemment, sur le plan sanitaire aujourd'hui, laisse quelques interrogations. Parmi la quantité de produits dérivés réalisés à cette époque, il y a des cartes postales à n'en plus finir, dont vous n'avez ici qu'un petit échantillonnage, là encore, des timbres-poste à une époque où la philatélie est omniprésente au sein de la société, timbres français, mais timbres réalisés dans le monde entier, c'est dire l'importance de cet événement, évidemment, à l'échelle internationale. Derrière moi, ce carré Hermès, aux couleurs des Jeux Olympiques de Grenoble, dont il faut dire que ces carrés sont encore réalisés aujourd'hui à côté de Grenoble, dans les usines de tissage du Grand Lens. La planète à l'heure grenobloise. L'expression n'est pas galvaudée tant Grenoble a été regardée dans le monde entier à cette époque, avec pour la première fois retransmis à la télévision en direct en couleur, donc ces Jeux de Grenoble, peut-être pas dans le monde entier, mais en tout cas dans un grand nombre de pays, en particulier les États-Unis, l'Australie, le Japon, qui donc en direct pouvaient regarder ces Jeux et ces épreuves. Nous avons un certain nombre de films qui ont été réalisés, nous en parlions, 13 jours en France, co-réalisé par Claude Lelouch et François Reichenbach, Les Neiges de Grenoble, que l'on doit notamment à Jacques Lesage et à d'autres personnalités. Tout le monde trouve piste à son goût. Durant la saison blanche, l'étonnante variété des versants et des altitudes comble les désirs des amateurs de poudreuses. Je pense que ça a apporté beaucoup. Et puis à la région grenobloise aussi, pour toutes les stations du coin. Grenoble a été... Le nom de Grenoble a été privilégié dans tout le monde avec les Jeux Olympiques. C'est forcé qu'il y a une publicité qui se fait autour de là où ont lieu les Jeux Olympiques. Autran a eu une chance inouïe, c'est que nous étions incontournables dans le domaine de l'organisation des épreuves nordiques. Il y en avait 14 en tout, 13 se sont déroulées sur la commune d'Autran. La seule que nous n'avons pas pu avoir, c'est un peu un accident, c'est le tremplin de Saint-Nizier, parce que M. Missoff, quand il est venu visiter les installations, en rentrant sur Grenoble, n'est pas rentré par Engins, mais par Saint-Nizier. Quand il a vu ce décor, il a dit à tout le monde, mais c'est ici qu'il faut faire la dernière épreuve. C'est extraordinaire. Vous avez toute la ville, les sauteurs vont survoler, ça va être magnifique. Sauf que c'était un pari un peu insensé parce qu'il y avait des risques de brouillard, qu'on n'était pas non plus à l'abri des vents de travers. Et que le jour des Jeux, il y a eu un brouillard jusqu'à midi. L'épreuve devait commencer à 1h, 1h30. Et à midi, le voile s'est déchiré et tout a explosé dans le soleil. Ça a été la plus belle réussite. Le Gotha mondial se déplace à Grenoble, comme on ne l'imagine pas sans doute aujourd'hui, avec des personnalités des 60s, bien sûr le chanteur Johnny Hallyday qui nous a quittés il y a quelques mois, mais aussi des acteurs, actrices, Audrey Hepburn, acteur Hugh Brunner, aux côtés de Jean-Claude Killy sur cette photo prise lors d'une course d'entraînement, bien sûr, ce n'était pas la compétition officielle encore, à Champs-Rousse, la descente de Casse-Rousse. Faradiba, l'impératrice d'Iran, que l'on voit également ici à Champs-Rousse, et d'autres personnalités. Georges Pompidou, Premier ministre,
qui représentait le gouvernement à l'époque, aux côtés de Marielle Guatchel, skieuse française. Nous sommes là au cœur de l'exposition avec le rappel des 13 jours olympiques grenoblois du 6 au 18 février 1968, avec la cérémonie d'ouverture qui est rappelée ici, Alain Calmat qui est en train de gravir les marches qui vont le conduire jusqu'à la vasque olympique, Léo Lacroix qui a prêté le serment olympique, champion de ski alpin, et une série d'événements qui, là, nous amènent au sport, avec en particulier Franco Nonès, premier exploit de ces Jeux Olympiques de Grenoble, un Italien qui l'emporte sur les Russes et les Scandinaves, qui à l'époque est un coup de tonnerre dans le milieu du ski nordique. Il l'emporte cette médaille d'or donc à la date du 7 février 1968. Autre temps fort de ces Jeux de Grenoble, la victoire de Bay Fleming, championne américaine, seule médaille d'or des États-Unis d'Amérique, avec une robe vert chartreuse en référence à notre région et à la liqueur célèbre issue de notre région. Victoire de Marielle Guatchel en slalom devant Nancy Green, canadienne, mais également Annie Famoz, médaille de bronze lors de cette épreuve. Nous sommes là dans un espace dédié aux grands champions de ces Jeux, avec ses 3 médailles d'or, Jean-Claude Killy, que l'on voit ici à Champs-Rousse, lors de l'épreuve phare de la descente. Une descente qu'il remporte pour quelques centièmes seulement de seconde devant un certain Guy Périllat, autre Français qu'il connaît bien, c'est un ami. Et nous sommes là devant la vitrine d'objets qu'il a accepté de prêter à l'occasion de cette exposition. Donc on en est ravis, évidemment. La paire de ski, avec laquelle il a descendu la descente de Casse-Rousse, dont vous verrez que ce matériel n'a rien à voir bien sûr avec celui qu'utilisent les champions aujourd'hui, de grands skis, très éloigné des skis paraboliques que nous connaissons maintenant. La combinaison de la descente avec des chaussures de ski qui montrent qu'on est quasiment dans une forme d'artisanat, des chaussures de ski qui ont été très travaillées par le champion. Et derrière cette vitrine, de l'autre côté, les fameuses 3 médailles d'or remportées dans les 3 disciplines de la descente, du géant et du slalom. Seul Tony Seller, l'Autrichien, a réalisé une telle performance, ce qui est tout à fait exceptionnel. La dimension politique n'est pas absente de ces Jeux de Grenoble. En témoignent ces 2 crosses de hockey qui ont appartenu l'un à un joueur de l'équipe de hockey de l'Allemagne de l'Est et l'autre à une équipe de l'Allemagne de l'Ouest. C'est la première fois que l'Allemagne est divisée en 2 avec 2 délégations. Nous sommes quelques années après l'édification du mur de Berlin, dans un contexte qui est celui de la guerre froide, une guerre froide extrêmement tendue en 1968. En témoigne notamment un match épique, homérique entre l'équipe de Tchécoslovaquie et l'URSS. La Tchécoslovaquie l'emporte, qui plus est, lors des matchs de poule, avant finalement de concéder la victoire, la médaille d'or, à l'URSS quelques jours plus tard. Donc un contexte extrêmement fort sur le plan politique. Médaille de bronze de Patrick Perrat lors des épreuves de patinage artistique, qui vient consolider un tableau des médailles qui est en faveur de la France, avec une équipe de France de ski alpin qui réalise des performances exceptionnelles à cette époque. Jean-Claude Killy en tête, Marielle Guatchel, Annie Famoz, Isabelle Mire, Guy Périllat sont les médaillés de l'équipe de France à cette époque. Une équipe dont on a dit qu'elle a été la plus importante, la plus forte que la France ait connue durant toute l'histoire de l'olympisme. L'exposition revient sur le contexte de l'année 1968, de façon à ne pas déconnecter cet événement sportif de ce qui se passait à l'époque, avec beaucoup d'événements majeurs, en particulier la guerre du Vietnam, qui est en fait la une de l'actualité. Il suffit d'écouter la radio française à l'époque, durant la quinzaine olympique. La première information, c'est la guerre du Vietnam, et non pas les Jeux de Grenoble, pour reprendre un peu aussi les choses dans leur contexte du moment. Il y a évidemment les événements de mai 68, avec une grande manifestation ici organisée sur le Courberia à Grenoble. Donc nous sommes à quelques mois de ces fameux mouvements que va connaître la France sur le plan politique et social. Certes, on relève 2 morts, l'un à Paris, l'autre à Lyon, mais ces carcasses de voitures, ces vitrines défoncées, ces arbres coupés vont retourner cette fois la France profonde contre les étudiants. Les événements du printemps de Prague, avec notamment durant la quinzaine olympique ce match terrible entre l'URSS et la Tchécoslovaquie, avec une vraie tension sur la glace du Palais des Sports de Grenoble à cette époque.
la trêve olympique qu'avait imaginé de façon très utopique le maire de Grenoble avec son homologue, le maire de Mexico. En réalité, il n'en est rien parce que la situation est terrible sur le plan des tensions internationales, avec en particulier cette guerre du Vietnam. Une manifestation étudiante réprimée dans le sang à la veille des Jeux de Mexico. Telle est la situation internationale des Jeux de Mexico qui eux-mêmes seront marqués par cette situation politique avec la ségrégation raciale aux États-Unis qui connaît un pic, un paroxysme à cette époque avec le double assassinat de 2 leaders politiques qui ont défendu la cause de la minorité noire aux États-Unis, à savoir Martin Luther King, assassiné en avril 1968, et Bob Kennedy, qui devait, selon toute vraisemblance, devenir le président des États-Unis d'Amérique. Donc des tensions extrêmement fortes, une situation politique sur laquelle nous voulions revenir, et évidemment qui n'est pas sans lien avec ce qui se passe à Grenoble durant ces Jeux de 1968. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. 500 000 manifestants sur les Champs-Élysées. Après ce succès gaulliste et les accords de Grenelle qui prévoient d'importantes hausses de salaire, les travailleurs vont accepter la reprise. L'exposition est aussi l'occasion de recueillir le témoignage de ceux qui ont fait les Jeux, à la fois les athlètes et puis tous ceux qui, finalement, dans l'ombre, dans les coulisses, ont fait la réussite de cet événement en tant qu'élus, en tant que journalistes, en tant que bénévoles. 20 000 bénévoles environ ont participé à l'organisation de ces Jeux. Beaucoup de jeunes, pour la plupart, étrangers ou issus de la région, qui ont fait la réussite de cet événement sportif international. Une mémoire qui représente une trentaine d'heures d'archives vidéo filmées, dont une petite partie est utilisée ici dans l'exposition, quelques minutes finalement pour répondre aux besoins d'une exposition, mais tout ce matériau finalement est désormais capitalisé dans les archives du musée pour servir à l'avenir, pour garder la trace de cette mémoire de l'olympisme à Grenoble. Alors quand je l'ai vu partir, que je l'ai vu faire la manche qu'elle faisait, j'ai dit, mais ma petite Marielle, là, si tu mets pas le turbo et si tu mets pas tout ce que tu as dans la première manche, tu es morte, hein, parce que la deuxième manche, elle ne te convient pas. Il faut dire que j'étais assez acteur dans l'organisation de ces Jeux, mais dans un domaine très précis. L'accueil des athlètes, les héberger et les nourrir. 600 personnes pendant 3 semaines, 2500 repas par jour à servir, avec des menus différents, si on était latinos, si on était des nordiques, des japonais, etc. Donc c'était un travail très compliqué. Donc je n'ai pas eu le temps de regarder beaucoup d'épreuves. J'avais que une petite route à traverser pour être sur le stade. J'ai donc pu voir le 30 km, le départ du 15, j'ai pu voir les épreuves de saut à Autran et à Saint-Nizier. Mais je n'ai pas pu, j'allais dire, vivre les Jeux de l'intérieur comme les spectateurs. Il n'empêche que je les vivais de l'intérieur parce que tous les soirs, on retrouvait les athlètes, les médaillés olympiques. Il y avait une fête permanente. J'organisais moi-même à l'intérieur de la grande salle de spectacle d'Autran, avec plus de 500 personnes, la rencontre des champions olympiques tous les soirs, avec des signatures, des échanges de cadeaux et tout. Donc, les Jeux, ce n'est pas uniquement une épreuve sportive, c'est également un partage avec des échanges de cadeaux. On commençait déjà les pins, les collections de pins. Vous aviez des gens qui arrivaient avec des bonnets tapissés de pins. Le moins de pins se négociait avec 2 ou 3 autres qui étaient plus courants. De part et d'autre de cet espace se trouvent des photographies réalisées par le musée dauphinois, par son photographe, à la fois dans les montagnes, dans ces stations qui ont accueilli les Jeux de Grenoble, les épreuves à l'époque, mais aussi la ville de Grenoble, pour donner à voir les traces de l'olympisme aujourd'hui et ce qu'il en reste, avec un certain nombre d'œuvres, notamment du symposium, qui sont toujours au village olympique aujourd'hui, et puis des équipements sportifs qui demeurent, qui ne portent pas toujours cette référence aux Jeux olympiques de Grenoble, mais qui sont encore là et ne demandent qu'à être finalement conservés et valorisés. Il y a aussi dans les stations beaucoup d'éléments qui témoignent aussi de ce qui s'est passé à l'époque, même si évidemment les pistes n'ont plus grand-chose à voir à Champs-Rousse avec celles qu'ont connues les athlètes à l'époque, mais il y a encore beaucoup de vestiges de ce qui s'est passé au mois de février 1968. Plus vite, plus haut, plus fort, c'est cette référence à la devise olympique que nous devons à un Isérois de naissance, le père Didon,
qui est une devise que nous voulions réinterroger aujourd'hui. Plus vite, plus fort, c'est une invitation à la performance à tout prix finalement, une réinterrogation nécessaire sans doute par rapport à l'évolution de l'olympisme, par rapport à un certain nombre de dérives que tout le monde sait, notamment pratiques de dopage qui ont entaché beaucoup de ces épreuves depuis quelques décennies. Et évidemment, nous ne voulions pas laisser de côté ces aspects-là, mais aussi rappeler les événements qui ont eu lieu depuis 1968, depuis les Jeux de Grenoble, depuis 50 ans, avec ici une présentation des affiches officielles des Jeux d'hiver depuis 1968 jusqu'aux Jeux de Pyeongchang en 2018 en Corée du Sud. Nous faisons un focus ici sur les Jeux Olympiques d'Albertville de 1992, derniers Jeux Olympiques organisés en France avant les futurs Jeux de Paris en 2024. Focus qui est fait pour rappeler l'importance de cet événement dans les Alpes françaises, troisième Jeux d'hiver organisé depuis les premiers Jeux d'hiver à Chamonix en 1924, en passant par Grenoble en 1968 pour finir par Albertville. C'est tout un territoire, toute la Savoie qui va porter cette candidature. Nous sommes déjà dans un changement d'échelle qui est un prélude par rapport à l'évolution de l'olympisme que nous savons aujourd'hui, avec des territoires tout entiers qui se sont à porter la candidature de ces Jeux, parfois les États eux-mêmes, avec, nous l'avons bien vu dans la négociation qui s'est jouée entre la France et les États-Unis pour les Jeux de Paris en 2024 et les Jeux de Los Angeles en 2028. Nous sommes dans un véritable changement d'échelle que démontrent bien les derniers Jeux qui ont été organisés. Les Jeux de Sotchi ont coûté 20 fois plus cher que les Jeux de Grenoble. Les Jeux de Pyeongchang illustrent bien aussi la dimension politique omniprésente dans l'organisation de l'événement, avec un rapprochement opéré entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Les Jeux de Pékin à venir en 2022, Jeux d'hiver, témoignent bien aussi de l'importance de la dimension politique d'une puissance telle que la Chine, avec l'organisation de Jeux d'hiver dans la capitale chinoise qui a accueilli il y a quelques années les Jeux d'été. Donc il y a un rapport de force évidemment qui a évolué depuis 50 ans, depuis l'organisation des Jeux de Grenoble. Avec les Jeux de 68, Grenoble est rentré dans la modernité. Grenoble a été, et on le voit dans l'exposition, ça a été le moment d'innovation forte. Et Grenoble a conservé cette image de ville d'innovation, de ville capable de se projeter dans l'avenir. Et nous avons gardé cette mentalité des pionniers de 68. Donc je crois que ça, c'est un héritage immatériel, mais que nous portons et que nous sommes surtout très fiers de porter encore aujourd'hui. Et l'action que le musée dauphinois conduit aujourd'hui, c'est une action extrêmement importante parce qu'elle resitue le présent par rapport à un passé qui a été laborieux. Nous sommes là au terme de la visite de l'exposition pour dire 50 ans après, finalement, qu'en reste-t-il ? Qu'en reste-t-il de cette histoire? Qu'en reste-t-il de ce patrimoine qui est encore très omniprésent à Grenoble, mais aussi dans les stations de sport d'hiver qui ont accueilli les épreuves? Et finalement, pour se demander s'il n'y aurait pas une action pour la conservation de ce patrimoine, mais aussi pour valoriser toute une histoire qui finalement est un vrai vecteur d'attractivité pour le département dans lequel nous vivons aujourd'hui.